C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mes invités. En haut, c'est M. Emmanuel Tipi. Il est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Amadou, bonjour Sédic. Merci. En bas de monsieur Sédic Abba, il est journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de participer à cette émission, surtout de débattre avec Emmanuel que je tiens. C'est la deuxième fois en 3 jours. Très longtemps. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ici pour parler du Tchad, c'est-à-dire la mort d'Idriss Déby, la prise de pouvoir par l'armée, les conséquences de la mort d'Idriss Déby et surtout au regard de la lutte contre le terrorisme en Afrique, d'une part. Mais avant tout, d'abord, Emmanuel Tipi, qu'est-ce que vous retiendrez d'Idriss Déby et pensez-vous que la prise du pouvoir par l'armée est un coup d'État et comment? Ce qu'on doit retenir de la longue carrière d'Idriss Déby, d'abord une carrière militaire qui l'amène à prendre le pouvoir en 1990, d'ailleurs en prenant le même chemin que la rébellion qui est en cours de progression. C'est toujours un petit peu un coude qui l'amène au pouvoir. Hissène Habré avait fait également ce mouvement venant d'une ethnie, les Agawa, dans la région de l'Enedi, et actuellement c'est à peu près de là que sont nées les rébellions qui ont perturbé la vie politique du défunt président Maréchal. La précédente rébellion, l'Union des forces de résistance, venait en 2019, où évidemment on a en tête l'Union des forces pour la démocratie et le développement en 2008, ou celle évidemment qui venait là aussi dans les années 90 à voir ressurgir toute une série de mouvements d'opposition. Je pense notamment au parti auquel appartient Mahamat Mahdi Ali, l'actuel chef de la rébellion, le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad. Que retenir donc d'Idriss Déby? C'est un combattant. Il a pris le pouvoir en 90 en chassant un autre militaire, Hissène Habré. Il l'a gardé longtemps, 31 ans, en procédant à un vote qui était récusé par la quasi-totalité, j'ose même dire la totalité des forces politiques d'opposition dans son pays, pour un 6e mandat qui, pour lui, s'inscrivait dans la réforme de la Constitution, celle de 2018, celle de 2020, qui lui donnait la possibilité d'effacer les précédents mandats pour repartir pour un 2e round, si j'ose dire, et 2 mandats supplémentaires. Il n'en demeurait pas moins qu'il allait effectuer les premiers jours de son 6e mandat. Ce qu'il faut retenir du président Idriss Déby, qui est évidemment lié à la manière dont il est décédé, les armes à la main. Alors, il y a encore beaucoup d'expectatives sur savoir quelles sont les conditions exactes, et je réponds à votre deuxième question, de savoir s'il s'agit d'un coup des militaires en conséquence de la vacance du pouvoir, ou il s'agit d'un coup d'État militaire qui a provoqué la chute, la transformation ou la continuité avec la mise en place du comité militaire de transition. Il n'en demeure pas moins que le président, Maréchal, depuis août dernier, était un combattant, comme son titre le précise, qui n'hésitait pas, et Sédic connaît ça particulièrement bien à travers l'ouvrage qu'il a récemment publié, à combattre contre les groupes armés qui obéraient la sécurité en majorité dans son pays, et je pense notamment au groupe Boko Haram, transformé en ISWAP, État islamique pour la province d'Afrique de l'Ouest. Il avait participé à l'opération Colère de Bohoma, qui avait, en avril 2020, éliminé, avec beaucoup de guillemets, à peu près 1 millier de combattants, de djihadistes réfugiés le long des rives du lac Tchad, mettant en avant le fait que le président Idriss Déby, plus que d'autres chefs d'État de la région, avait contribué d'une manière continuelle à exporter l'expertise de ses forces armées. Ce fut le cas en 2013, au moment où des premiers combats aux côtés des forces armées françaises dans l'Adrar des Ifoghas ou dans la vallée de la Metetai pour chasser les groupes armés qui s'étaient réfugiés après quasiment 2 semaines des premiers combats de Serval. Mais c'est également vrai dans le cadre de la force mixte multinationale qui engage
les troupes du Tchad à côté de celles du Bénin, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger et Bénin. Mais ne pas oublier également que le Tchad est constamment aussi perclus par 3 autres fronts. Le front soudanais, avec un certain nombre d'excursions, de mouvements de rébellion, notamment les Darfouris, les Janjaouides Darfouris qui ont repris l'initiative, la Libye, avec évidemment cette frontière particulièrement poreuse, par lesquelles se réfugient ou à travers lesquelles pénètrent les groupes armés, donc obérant la stabilité du pays. Et puis ne pas oublier également la Centrafrique. On avait accusé le président Idriss Déby d'avoir soutenu la rébellion de la Séléka, qui elle-même avait transpercé les très fragiles forces armées centrafricaines, avec là aussi un soutien sans doute des forces armées tchadiennes. Donc je retiendrai en une phrase un président qui a passé sans doute plus de temps dans les véhicules blindés, les armes à la main, qu'il n'en a eu de responsabilité politique, mais néanmoins, et je terminerai par là, un président qui a su, à travers la présidence de l'Union africaine, il y a de cela 4 ans, si je me souviens sont exacts, 4 ou 3 ans, à travers la présidence actuellement de la CENSAD et à travers la présidence du G5, montrer à quel point sa longévité était aussi offrait une capacité ou une facilité de stabilité que n'ont pas forcément connu les pays du voisinage. Bien, M. Sidiki, étant un spécialiste du Sahel, d'une part, quel est le d'Idriss Déby et pensez-vous que la prise du pouvoir par l'armée est un coup d'État et comment? Oui, je pense que je veux commencer par le plus simple, qui est l'appréciation de la situation politique. On peut parler d'un coup d'État militaire parce que les caractéristiques d'un coup d'État sont là. Les militaires ont pris le pouvoir, ont suspendu la Constitution, ont dissous le gouvernement. Donc, nous avons quand même des indicateurs traditionnels d'un coup d'État. Il se trouve que maintenant, c'est à quel moment le coup d'État s'est produit. Ce n'est pas un coup d'État qui a renversé le président Déby. Les militaires se sont dit, puisque le président Déby est décédé, au lieu de laisser le mécanisme constitutionnel se jouer, ça fragiliserait le pays et ça créerait une situation d'instabilité qui serait dangereuse à la fois pour le Tchad et pour le reste de la sous-région, puisque peut-être que pour faire face à la situation, à la percée de rébellion et au risque que la rébellion entre dans N'Djamena, parce que comme vous savez, quelques jours déjà avant le décès du président Déby, des vagues de citoyens tchadiens avaient commencé à quitter la capitale, considérant qu'il y a une arrivée imminente de la rébellion au niveau de N'Djamena. Donc, face à ces éléments d'appréciation, les militaires ont estimé qu'il vaut mieux que l'armée assure la continuité du régime que de laisser le mécanisme constitutionnel se jouer, puisque la constitution du Tchad prévoit, à l'occurrence, que le président de l'Assemblée assure l'intérim du président de la République et qu'il organise les élections présidentielles dans un délai de 45 jours au plus tôt et 90 jours au plus tard. Donc, voilà en ce qui concerne l'appréciation de la prise de pouvoir par l'armée. Et on aura sans doute l'occasion de revenir. Je pense que l'armée a conscience qu'elle ne peut pas gérer seule exclusivement la période de transition, d'où cette volonté d'ouverture envers les forces politiques du pays, et d'où aussi les pressions qui sont exercées à la fois par la France et le pays du G5 Sahel pour qu'il y ait une transition consensuelle associant les civils et les militaires. Maintenant, en ce qui concerne le Sahel, il est évident que le souvenir que le président Déby laisse aux Sahéliens, c'est celui de l'homme qui est venu au secours du Sahel en 2013, lorsque la France a eu besoin d'une force africaine à ses côtés. Et le président Déby s'est porté volontaire et a envoyé une troupe. Ce n'est ni le Nigeria, qui est la principale puissance militaire de la région, ni l'Algérie, qui est voisine, qui ont fait cette offre de venir aux côtés de la France. C'est le Tchad du président Idriss Déby. Et en 2013, le Tchad a conduit avec beaucoup de succès son engagement militaire au Mali. On se souvient que pour cette opération de nettoyage, entre guillemets, de la montagne des Iforas, les forces françaises ont pris un pan de la montagne, les Tchadiens ont pris l'autre pan. Il y a eu une jonction au centre et l'armée tchadienne s'est illustrée dans le combat et a fait preuve de beaucoup de bravoure et d'efficacité. Et après cette opération,
Serval, après l'engagement aux côtés de la France lors de l'opération Serval, le Tchad a maintenu 1400 hommes dans la MINUSMA, la force des Nations Unies, et aujourd'hui, le contingent tchadien se trouve dans la zone nord, sur la frontière avec l'Algérie, et qui est la zone la plus dangereuse, la plus exposée. Et là aussi, on voit la bravoure et l'engagement de l'armée tchadienne. Récemment encore, lorsque le camp de la MINUSMA a été attaqué à Kidal, les forces tchadiennes de la MINUSMA ont engagé une opération, ont reconquis le terrain, ont tué près de 40 djihadistes qui avaient attaqué le camp. Après cet engagement, aujourd'hui encore, le Tchad est engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. J'en voudrais pour preuve l'envoi de 1200 hommes en février dans la zone des 3 frontières, qui est la zone la plus délicate, qui est l'épicentre même des activités de l'État islamique au Grand Sahara et de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Au-delà du Sahel, il y a aussi l'engagement du Tchad dans le bassin du lac Tchad. On se souvient qu'en 2015, lorsque le Niger février 2015, le Niger a été attaqué pour la première fois par Boko Haram. En juin, lorsque la ville garnison de Bosso a été attaquée, les militaires tchadiens étaient venus spontanément à la demande du Niger pour aider les Nigériens, et ils ont fait la même chose au Cameroun, ils ont fait la même chose même au Nigeria, où le Tchad a envoyé un contingent qui est allé jusqu'à prendre la base de Boko Haram dans la ville de Dukwa, et obligeant le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, à prendre la fuite pour une fois. Donc, globalement, on voit que le Tchad a un engagement, il est considéré comme un des alliés stratégiques de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Et je crois que cela est à mettre aussi au crédit du président Déby. C'est clair que sur le plan intérieur, la politique de Déby est critiquable. On peut même dire que c'est cette politique qui a conduit aux différentes rébellions successives. Parce que le déni de démocratie, le fait qu'il n'y a pas de débat démocratique, il n'y a pas d'alternance, a amené certains Tchadiens à penser qu'il n'y a aucune autre alternative par la prise des armes. Mais à côté de ça, il y a aussi l'engagement tchadien dans la lutte contre le terrorisme. On peut globalement résumer en disant que le président Idriss Déby a eu en fait plusieurs vies. Et bon, malheureusement, comme tout être humain, il est décédé le lundi ou le mardi. Et il y a beaucoup de spéculations sur la date exacte de son décès. Bien, on va parler des rébellions, parce que comme vous l'avez si bien mentionné, vous avez parlé des rebelles, mais vous savez, entre ethniques d'une part, c'est-à-dire une guerre communautaire, c'est-à-dire entre les Agawa et les Gora, si je ne me trompe pas très bien. Il y a même, si vous voyez, même il y a un cousin d'Idriss Déby qui est à la tête d'un groupe de rébellion. Donc, selon vous, qui sont les rebelles qui auraient tué le maréchal Idriss Déby, et pensez-vous que l'ethnocentriste a joué un rôle, Emmanuel Dupuy? Oui, alors vous avez raison de dire que le facteur ethnique est un facteur parmi tant d'autres, à ne pas se tromper, je partage le point de vue des CEDIC. Beaucoup de responsables politiques, partant du principe qu'il n'y avait pas d'alternance politique, se sont mués en combattants où ils étaient l'un et l'autre. Il faut avoir à l'esprit que chaque responsable politique a eu un passé combattant. Si on prend par exemple le candidat qui a été au cœur d'une polémique qui pourrait d'ailleurs avoir une résurgence sur la manière dont le président Déby est mort. Je pense particulièrement à Yaya Diallo Djerou, qui lui-même était un ancien ministre des Mines, un ancien conseiller du président Déby, mais surtout un ancien rebelle, comme beaucoup qui ont participé ensuite en revenant un petit peu au bercail. Je pense à notre ami Ibn Oumar voilà, merci, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui-même un ancien rebelle de l'UFDD qui avait tenté de prendre le pouvoir en 2008, mais il y a dans la vie politique tchadienne beaucoup de responsables politiques qui ont tenté les deux expériences ou qui partent du principe que ce qu'on ne peut pas avoir par les urnes, tous les candidats de l'opposition, que ce soit Saleh Kazebo, que ce soit Success Masra, que ce soit, comme je le disais, Yaya Diallo Djerou, n'ont pas eu la possibilité de se présenter parce que la Cour constitutionnelle les avait invalidés avant le processus électoral. Qui sont ces rebelles? Ce sont des rebelles qui viennent d'une autre ethnie, Goran, comme vous l'avez dit, qui n'est pas l'ethnie du président, mais comme vous l'avez aussi bien dit, il y a au sein de l'ethnie du président pas forcément que des soutiens au président. Vous avez mentionné les frères Erdimi. Les frères Erdimi, Timan et Tom Erdimi sont des opposants
cousin du président, hein, et donc neveu de l'actuel successeur, donc du fils du président, avait tenté de prendre les armes de manière régulière depuis les années 90, avec plus ou moins de succès, un succès qui avait failli être réalisé en février 2008. Souvenez-vous, la France, s'il n'eût été l'intervention française, il y aurait eu un autre pouvoir depuis une dizaine d'années, ce qui, évidemment, a sans doute provoqué des actions en amont de la France, puisqu'en février 2019, elle était intervenue non pas à quelques centaines de mètres du Palais Rose, dans N'Djamena, mais à quelques centaines de kilomètres pour éviter de devoir intervenir au vu et au su de la communauté internationale dans la propre capitale. Donc ce sont des rebelles qui ont évidemment fait le coup de feu contre les groupes armés terroristes en un terrain particulièrement propice, puisque étant de la grande famille des Toubou, enfin dont la majorité des membres, ou en tout cas ceux qui constituent le cœur de lance, 1500, on dit qu'ils sont à peu près 1500 sommes actuellement, à peu près 800 véhicules, ont soutenu successivement les deux parties libyennes, réduisant un peu à néant l'idée selon laquelle il y a beaucoup de thèses qui circulent. Il y aurait certains qui disent que la Turquie est derrière eux, d'autres qui disent que non, au contraire, ce sont les Russes, et d'autres qui disent non, au contraire, ils ont été armés par les Émiratis. Il se trouve qu'ils ont fait partie de cette nébuleuse qui est issue du démantèlement de l'État après l'opération Harmattan en Libye. Ils ont soutenu le gouvernement autonome, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, légitime, qui s'appelait jusqu'à le vote de janvier dernier, le gouvernement de l'unité nationale, donc autour de Tripoli. Et puis, ils ont donc défendu Tripoli contre le maréchal Haftar, ou contre les tentatives de pénétration de Tripoli du maréchal Haftar. Et puis ensuite, ils ont basculé de l'autre côté, donc étant des forces supplétives du maréchal Haftar, étant domiciliés dans une base dans laquelle se trouvent effectivement des mercenaires russes, la base de Garian, et pratiquant évidemment un soutien militaire actif à l'armée nationale libyenne, donc Haftar. Donc ils venaient de la zone contrôlée par le maréchal Haftar, et ils sont descendus du Grand Faisan pour ensuite basculer, comme je le disais, dans cette zone qu'on appelle la zone BET, donc l'extrême nord-est du pays, dont est originaire accessoirement le président. Le président vient de cette région, enfin l'ex-président et l'actuel président du reste, de la région de Bourkou, de l'Enedi et du Tibesti. Et donc ils ont fait un coup, ils descendent et ensuite ils basculent vers l'ouest, vers N'Djamena. Donc ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des islamistes. La France avait tenté d'expliquer et de justifier les frappes contre la précédente rébellion en disant qu'elles agissaient dans le cadre de l'opération Barkhane. Là, il n'en a pas été question, il n'y a pas eu de frappe française. Le débat sur le soutien ou non de la France est un vrai débat. Si oui ou non, elle a apporté une aide logistique, si oui ou non des drones et les avions que nous avons stationnés sur la base de N'Djamena ont décollé pour apporter du renseignement aux forces armées tchadiennes. Donc c'est un vrai débat. En tout cas, il n'y a pas eu, contrairement à février 2019, des largages de bombes qui avaient stoppé net la précédente rébellion. Bien. M. Sidiki, comme vous l'avez si bien mentionné aussi, d'une part, selon la Constitution, la prise de pouvoir par l'armée, ils ont violé la Constitution parce que selon la Constitution, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait présider la transition. Mais malheureusement, les militaires ont pris le pouvoir. Donc, le fait que c'est le fils d'Idriss Déby qui est à la tête de ce conseil militaire de transition, pensez-vous qu'il n'y a pas un espoir pour une vraie démocratie? Non, je pense que il y a aujourd'hui une situation de fait qui a été créée par les militaires qui ont créé le Conseil militaire de transition et qui ont mis l'opinion, les forces politiques tchadiennes et la communauté internationale devant le fait accompli. Apparemment, visiblement, on a pris acte, comme a dit le communiqué de l'Élysée, comme semble le laisser croire la position de l'Union africaine. Tout le monde a pris acte du fait que le Conseil militaire de transition est devenu l'autorité de transition en attendant. Mais en même temps, tout le monde a conscience que compte tenu du contexte de fragilité dans lequel le Tchad se trouve aujourd'hui, parce que comme vous savez, déjà avant le décès du président Déby et à la veille de la présidentielle, il y avait de très vives tensions politiques dans le pays, avant même le déclenchement de la rébellion.
l'ensemble, les principaux opposants, les figures les plus crédibles et les plus emblématiques. Je pense à Saleh Kebzabo, je pense au leader à Ahmad Alabo, du PLD, le parti de Ibn Omar Mohamed Saleh, Garleji Rongar, d'autres se sont progressivement retirés de la compétition politique parce qu'ils ont estimé que les conditions d'une élection transparente n'étaient pas créées et que s'ils allaient aux élections, ce serait uniquement pour cautionner un 6e mandat du président Déby qui a déjà fait 30 ans au pouvoir. Donc, il y a un contexte politique qui fait aujourd'hui que la communauté internationale se mobilise pour qu'il y ait un partage de pouvoir, qu'il y ait une transition militaro-civile, que le CMT accepte aujourd'hui de faire de la place aux civils et qu'il puisse se mettre en place une cogestion. Je pense que c'est vers cela qu'on tend. Si le G5 Sahel a décidé, avec les encouragements de la France, de désigner le président Bazoum du Niger et le président Ghazouani de Mauritanie comme médiateurs du dialogue inter-tchadien, c'est aussi pour favoriser les conditions, pour éviter que le pays ne bascule dans l'instabilité. Parce qu'il y a du côté des forces politiques la volonté de ne pas laisser les militaires seul diriger le pays. À mon avis, les militaires eux-mêmes, compte tenu de la rébellion qu'il y a, la pression de la communauté internationale, la pression intérieure, vont chercher à trouver un modus vivendi, à trouver un accord avec les forces politiques, la société civile, pour mettre en place une transition. On pourrait peut-être aller vers le schéma soudanais, je n'en sais rien. On a vu au Soudan, les militaires et les civils se sont entendus pour mettre en place une transition militaro-civile. En tous les cas, à mon avis, les militaires n'auront aucun autre choix que de discuter avec les forces politiques. Si cela se fait, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que la transition soit dirigée par le fils du président Déby. À mon avis, aujourd'hui, tel que les choses se présentent, il n'y a aucune chance que de cette transition ressorte encore un autre pouvoir dirigé par un clan de la famille Déby. Il faut que, avec le soutien de la communauté internationale, qu'on puisse créer les conditions d'un nouveau départ démocratique, pluraliste au Tchad, avec l'organisation à la fin de la transition des élections libres, démocratiques au niveau de la présidentielle et législative. Il faut souligner que depuis ça fait au-delà nous sommes presque au 2e mandat, depuis le Parlement tchadien n'est plus légitime. Les élections sont passées depuis environ 3-4 ans aujourd'hui. Chaque fois, elles sont reportées. Donc, voilà une occasion de rebâtir la démocratie au Tchad. Parce qu'au-delà du fait ethnique qui n'est pas évacuable, qui est un fait réel, les principales raisons de la multiplication des rébellions au Tchad, il y a eu en 2008 qui sont arrivées jusqu'aux portes de N'Djamena, il y a eu l'année dernière, il y a eu les années d'avant. Le fait de ces répétitions successives-là, c'est surtout le déni de la démocratie, la malgouvernance et l'injustice. Ce n'est pas forcément le facteur ethnique, puisqu'on a vu des gens de l'ethnie de Déby organiser des rébellions. Ses propres neveux, les Timan Erdimi, ont organisé une rébellion qui est arrivée dans N'Djamena. Donc, ce n'est pas tant le facteur ethnique que l'absence de démocratie et le déni de justice. Si on veut régler de façon, une fois pour de bon, la question des rébellions au Tchad, il faut asseoir les conditions d'une démocratie véritable, comme cela est possible partout ailleurs. J'ai entendu dire souvent, dans plusieurs milliers, que non, la démocratie n'est pas possible au Tchad. Depuis l'indépendance, il y a toujours des alternances par la prise des armes. Non, le Tchad n'est pas condamné à une perpétuelle répétition des rébellions. Même au Tchad, on peut faire la démocratie. Et si on fait la démocratie, c'est la meilleure façon, c'est la meilleure voie pour empêcher que les rébellions, qu'il y ait des situations de rébellion dans le pays. Bien. Monsieur Emmanuel Déby, on va parler de la France d'une part. On a vu hier la présence d'Emmanuel Macron aux obstacles du maréchal Idriss Déby avec plus d'une dizaine de chefs d'État africains. Donc, selon vous, quel est le rôle de la France et pensez-vous que la présence d'Emmanuel Macron aux obstacles valide la prise du pouvoir par l'armée et comment? Oui, alors ça a tout de suite été dénoncé par l'opposition qui s'était réunie la veille de l'arrivée du président en signant un communiqué collectif, en dénonçant, comme l'a rappelé Cédric, l'inconstitutionnalité de la situation dans laquelle on se trouve.
la rupture de l'article 82, on ne va pas y revenir, hein, que ce soit le président ou le vice-président qui assume la vacance du pouvoir, le fait que l'Assemblée nationale ait été dissoute initialement, et là, tout de suite, je réponds à votre question, mais elle a été reformée, puisque la France a demandé expressément que le maréchal, vous voyez, ma langue a fourché, que le général de corps d'armée, Mahamat Déby, Idriss Déby, pardon, puisse la reconstituer pour donner un semblant de légitimité, en tout cas pour valider le fait que ce ne soit pas Haroun Kabadi qui soit président. Du reste, de manière assez cocasse, ce dernier avait mis en avant son âge assez avancé, 71 ans. C'est oublier le fait qu'il était 3 ans plus vieux que l'ancien président Idriss Déby. Donc on voit bien que tout cela ne tient pas. Quel pourrait être le rôle de la France? Je crois que le rôle de la France doit être plus vigilant pour assurer et dénoncer ce qui n'apparaît évidemment pas comme une transition politique, mais bien comme une transition militaire. Le comité militaire de transition est composé de 15 généraux. Alors certains, vous me direz que beaucoup faisaient partie du précédent gouvernement, c'est vrai, du ministre de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, évidemment des généraux Taher Erda ou du chef d'état-major. Mais c'est également vrai qu'il y a dans ce pays une opposition que l'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Sédic a évoqué quelques noms. Je rajouterai une opposition un petit peu plus jeune, notamment celle de Success Masra, qui avait défrayé la chronique, interdit de manifester. Il avait pris et trouvé refuge, non pas à l'ambassade de France, mais à l'ambassade américaine, montrant peut-être que les Américains ont une approche de vue un peu différente de celle de la France. Les Américains ont fait un communiqué assez laconique en disant qu'ils n'entendaient que aboutir au respect strict de la Constitution et qu'on en revienne à l'esprit de la Constitution. Car, il ne faut pas se tromper, le comité militaire de transition avait préparé, si j'ose dire, l'idée selon laquelle on s'inscrive dans une longue transition, 18 mois, renouvelable une fois, ce qui aurait pu aboutir à une transition militaire de 3 ans. La France, à travers des négociations qui se sont déroulées hier soir à l'ambassade de France, en présence de l'ambassadeur et d'Emmanuel Macron pour certaines d'entre elles, a été très insistante en disant qu'il n'est pas question d'une transition qui dure plus de 18 mois, et il est fortement question que la transition soit réduite dans le temps, pour plusieurs autres raisons. Et je n'en prendrai qu'une en matière d'institutions panafricaines. On est dans une situation un peu compliquée, car selon la constitution, la charte constitutive de l'Union africaine, le fameux traité de Sirte, selon la déclaration sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections de 2007, tout pays qui est l'objet ou qui a fait l'objet d'une transition non politique est automatiquement exclu. Nous en discutions avant de commencer ce débat. Ce fut le cas avec la prise de pouvoir en 2008 du capitaine Dadis Camara en Guinée, et donc à la suite de la chute de Lansana Conté. Ce fut le cas dans les heures qui ont suivi le coup d'État militaire au Mali le 18 août dernier. Jusqu'à preuve du contraire, le Tchad n'a toujours pas été exclu de l'Union africaine, avec une petite particularité. L'article 30 précise, encore une fois, que tout État qui a connu un coup d'État est automatiquement exclu. Ce serait également vrai de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ou de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Force est de constater que pour l'instant, les décisions ont été repoussées, car le comité paix et sécurité dirigé par le Djibouti a laissé entrevoir l'idée qu'il fallait faire une enquête pour savoir quelles étaient les conditions de la mort du père, et qu'une fois que cette enquête aura abouti, c'est-à-dire dans 15 jours, une décision serait prise au niveau du comité paix et sécurité. Il n'en demeure pas moins que ça crée un problème institutionnel particulier qu'ont soulevé certains juristes. Il se trouve que Moussa Mahamat Faki, le président de la commission de l'Union africaine, se trouve être tchadien. L'article 23 de la charte constitutive de l'Union africaine précise qu'en cas de rupture démocratique ou de non-paiement des capitations d'un État, tout citoyen représenté ou ayant des fonctions dans l'Union africaine est automatiquement exclu de ses charges. Ça voudrait dire que le président de la Commission de l'Union africaine ne pourrait plus exercer son mandat. Bien. Monsieur Sidiki, qu'en pensez-vous de cela? Oui, je pense qu'il y a un choix qui a été fait.
par la communauté internationale. Le choix, c'est de considérer que la priorité au Tchad n'était pas le respect des institutions qui existent, mais la stabilité, le choix de la stabilité. C'est pour cette raison que je pense que l'Union africaine, le G5 Sahel et la France ont décidé de privilégier la stabilité du Tchad et de prendre acte du fait qu'il y a un pouvoir qui est là, qui est en place au Tchad. Maintenant, comment faire en sorte que la gestion soit inclusive, la gestion soit consensuelle de la transition? Je crois que c'est un choix de priorité qui a été fait et c'est un précédent. Ailleurs, comme l'a rappelé Emmanuel Dupuy, lorsqu'il y a un coup d'État, la suspension est automatique. Et là, on essaie de maquiller, on essaie de trouver de subterfuge, de justification, en disant qu'il faut faire une enquête d'abord avant de prononcer la sanction du Tchad. Ça ne change rien. Les dispositions de la charte de l'Union africaine et les textes en matière de rupture de l'ordre constitutionnel, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La qualification de ça, c'est soit la prise de pouvoir par la force, c'est-à-dire que si une rébellion armée vient dans le pays prendre le pouvoir, soit la rupture de l'ordre constitutionnel. Nous sommes au Tchad dans le cadre d'une rupture de l'ordre constitutionnel puisque les dispositions de la Constitution n'ont pas été respectées. Mais en dépit de cette rupture de l'ordre constitutionnel, le Tchad n'a pas été suspendu, ni d'ailleurs par les institutions qu'Emmanuel a énumérées, ni par la francophonie, aussi qui est une autre institution à laquelle le Tchad participe et qui suspend automatiquement le pays lorsqu'il y a un coup d'État. Là, je pense qu'il y a une sorte de jurisprudence tchadienne qui va se mettre en place pour les prochaines années. Et ce serait intéressant de voir. Et pour moi, il est clairement établi que le choix de la communauté internationale au Tchad a été la stabilité du Tchad, afin de permettre d'éviter que d'abord il y ait des affrontements internes, notamment même entre les militaires dans le cadre de la conquête du pouvoir, ou qu'il y ait des affrontements internes. Parce qu'il faut dire aussi que même si la rébellion actuelle arrivait à prendre le pouvoir, ça ne résoudrait pas le problème du Tchad, parce qu'il y a d'autres rébellions qui vont combattre celle-là. Donc, la communauté internationale a fait le choix de mettre entre parenthèses. On a même entendu le représentant de l'Union européenne, M. Borrell, dire que, bon, dans le cas du Tchad, il faut regarder plus la stabilité du pays que les principes qu'on a toujours jusqu'ici appliqués. Ce choix-là tient aussi à des calculs. C'est-à-dire que la communauté internationale, y compris, je mets l'Union africaine dedans, considère que si on décidait de suspendre le Tchad et d'appliquer au Tchad, ce serait créer les conditions d'une déstabilisation du pays, ce serait affaiblir la lutte contre le terrorisme au Sahel. Juste un élément très rapide. Il y a aussi deux autres problèmes institutionnels, mais qui ont un impact sécuritaire. Le Tchad assurait deux présidences importantes. Une présidence qu'on oublie un peu, qui est celle des États sahélo-sahéliens, la CENSAD, qui va assurer la succession, parce que ça ne peut pas être un pouvoir putschiste qui assure la présidence de cette organisation dont on a diamétralement et dramatiquement besoin, si j'ose m'exprimer ainsi, 28 pays dans la stabilisation de tout l'Ouest africain. Et puis surtout, plus grave, entre guillemets, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle beaucoup de chefs d'État du G5 s'étaient rendus, c'était le cas du président de Mauritanie, du président du Niger et du président du Burkina, pour assurer la présence du G5, puisque le sommet de N'Djamena en février dernier avait conclu à la présidence tchadienne du G5 Sahel. Est-ce que le fils du président est de facto le président du G5 Sahel? Il m'a semblé que les 4 partenaires du G5 Sahel étaient très insistants pour rétrocéder la présidence au Burkina Faso, et donc de facto, le président Kaboré redeviendrait le président en exercice du G5 Sahel. Je crois que la France a été très insistante pour que ce soit une décision prise très rapidement concernant cette continuité dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Bien, on va parler du G5 Sahel, M. Emmanuel Dupuy, comme vous l'avez si bien mentionné aussi. Donc, peut-on dire que la mort d'Idriss Déby va changer la stratégie pour la lutte contre le terrorisme? Et qu'en pensez-vous du G5 Sahel? Alors déjà, il faudrait se rappeler que le fameux 8e bataillon, les 1200 hommes qu'a évoqué Sédic, donc qui ont été envoyés très tardivement quand même, après de nombreuses relances, ce n'est qu'en février, après le sommet de N'Djamena, que les 1200 hommes, donc ce bataillon, sont venus rejoindre le Liptako Gourma dans la région des 3 frontières,
Il est vrai que le Tchad est le deuxième contributeur de la MINUSMA avec les 1400 hommes qui sont évidemment très actifs et particulièrement efficaces. La dernière attaque contre le camp de la MINUSMA à Kidal a été arrêtée parce que les forces armées tchadiennes étaient efficaces. Il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas une conséquence, mais une anticipation dont il s'agit. C'est le président Idriss Déby, encore vivant, qui avait ramené ou qui avait demandé que les forces tchadiennes quittent le théâtre d'où elles venaient juste d'arriver, car il a compris tardivement que la rébellion était peut-être plus robuste qu'il ne le pensait au début. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le président Idriss Déby a été interviewé par RFI. Et je crois aussi TV5 Monde dans la foulée à la question vous sentez-vous menacé comme en février 2019, le défunt président avait dit non, cette rébellion est beaucoup plus faible, il n'y a aucun risque pour la stabilité. C'est bien le père et non le fils qui a demandé que les troupes soient rapatriées. Ça répond partiellement à votre question. Si la rébellion arrive au pouvoir, car on a peut-être oublié cet élément important. On parle d'une transition militaire avec le fait qu'il y a encore à 270-300 km de Djamena des rebelles qui entendent, c'est le sens du communiqué qu'ils ont publié il y a quelques jours, toujours marcher sur Djamena. Donc on risque d'être dans une situation encore plus complexe où à une transition militaire, on assiste à une dislocation des forces armées. Certains généraux soutiennent le fils Déby, d'autres généraux soutiennent le frère du président par intérim, donc l'autre fils du maréchal Déby, et je crois d'ailleurs qu'il y a eu des tensions très vives au niveau de la famille et au niveau de l'ethnie Zaghawa pour savoir s'il fallait soutenir de manière unilatérale le président. C'est beaucoup plus complexe que ça. Certains généraux ont dit qu'ils ne prêtaient pas allégeance au comité militaire de transition. Je pense notamment à l'ancien directeur adjoint du cabinet militaire du président Déby, le général Dicot. Donc ça veut dire que la situation risque d'être militairement compliquée, elle risque d'être de toute façon, quoi qu'il arrive, inconstitutionnelle, car si les rebelles arrivent au pouvoir, je ne les vois pas remettre le pouvoir à leur tour aux responsables politiques qui s'estiment en avoir été injustement empêchés à l'occasion des précédentes élections, ou que le président de l'Assemblée nationale reprenne le pouvoir. J'aime bien l'idée de Sédic, et je n'y avais pas pensé à ce parallèle avec l'exemple soudanais, qui pourrait être un très bon exemple, où les militaires les militaires et les civils, accessoirement comme un peu l'exemple malien avec Mokhtar Ouane, Premier ministre, et le colonel à la retraite, mais qui n'est plus un militaire, Baendo, assurant cette transition civile, alors que l'on sait derrière qu'évidemment les militaires sont très actifs. Je crois qu'il va falloir inventer une situation et des solutions, mais je ne réponds pas à votre question. Je vais y répondre très rapidement. Les militaires français, qui jouent gros quand même, hein, les 7 Mirages que nous avons déployés dans le cadre de l'opération Barkhane, les 4 drones que nous déployons, dont maintenant 2 sont armés, et bien évidemment les 3 bases que nous avons dans le pays, Abéché, Faya-Largeau et Djamena, où est situé le quartier général du général Marc Conroute qui assure la présidence, la direction opérationnelle de Barkhane, sont déterminantes non seulement pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, mais également l'Afrique centrale, puisque nous ne sommes plus présents en Centrafrique. Donc, je crois que la France s'assurera que quiconque est au pouvoir, les militaires actuellement, les éventuels rebelles, s'ils arrivent, après tout, à prendre le pouvoir, ou les chefs de l'opposition qui ont tous été reçus hier dans un conciliabule avec le président français et partiellement avec le président français et avec l'ambassadeur de France, assureront le fait qu'il y ait une continuité dans la lutte contre les groupes armés terroristes, ceux de l'Afrique de l'Ouest, enfin pardon, du Sahel de l'Ouest, et je termine, ou évidemment ceux de Boko Haram, et qu'évidemment les troupes tchadiennes reviennent le plus rapidement possible là où elles sont en train de quitter le territoire malien. Bien. M. Sidiki, étant un spécialiste du Sahel, selon vous, quel est l'avenir du Tchad et quelle est la meilleure solution pour sortir de la crise? Non, je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de trouver un mode de partage du pouvoir, de mettre en place, de parvenir à une transition consensuelle entre les civils et les militaires. La junte a commencé d'abord par promulguer une charte de transition qui lui confère les pleins pouvoirs et qui met en place un conseil national de transition
avec des conseillers, 69 si je ne me trompe. Donc, voilà, il y a au départ cette posture de la junte qui donne l'impression qu'elle a décidé de gérer la transition elle seule. À la suite des pressions exercées à la fois par la France et par le G5 Sahel, il y a aujourd'hui une évolution de cette position des militaires qui amène à rechercher un mode de gestion consensuelle du pouvoir, c'est-à-dire un partage de pouvoir entre le CMT et un gouvernement civil et un parlement civil aussi. Donc, il y aura un consensus et les discussions sont en cours entre les différentes parties tchadiennes pour définir les contours de cette gestion consensuelle du pouvoir. Si cela se faisait, à mon avis, ça va permettre de créer les conditions d'une stabilité au Tchad. Et qui dit stabilité au Tchad aussi dit stabilité pour le reste de la région. Parce que si on arrive à ce consensus dans la gestion de la transition au niveau du Tchad, ça va permettre au Tchad de continuer à remplir ses engagements dans la lutte contre le terrorisme, à la fois dans le bassin du lac Tchad, au niveau de la force mixte multinationale, dont le quartier général se trouve, tout comme celui de Barkhane en N'Djamena. Donc, au niveau de la force mixte multinationale, le Tchad va continuer son engagement. Au niveau du Sahel aussi, et ça va aller au maintien du 8e bataillon, celui de 1200 hommes, parce que depuis l'arrivée des chefs d'État en N'Djamena pour les obsèques du président Déby et l'arrivée aussi du représentant du secrétaire général en Afrique de l'Ouest, M. Anadif, le tout nouveau secrétaire général qui est lui-même tchadien et qui a été ministre des Affaires étrangères de Déby, il y a eu une intercession auprès de la jeune pour que le 8e bataillon soit maintenu. Et selon les dernières informations en notre possession, le Tchad a donné son accord pour que le projet initial de ramener le 8e bataillon soit abandonné et que les 1200 hommes restent encore sur la zone des 3 frontières. En tout cas, pour l'instant, ce vers cela comptant. Mais cette promesse, naturellement, est conditionnée par l'évolution de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, apparemment, d'après les informations qui remontent, l'armée nationale tchadienne est à mesure d'empêcher l'entrée en N'Djamena du mouvement qui est du FAT. Pour l'instant, ce vers cela comptant. Et à mon avis, si on réussit à définir les conditions d'une bonne transition militaro-civile au Tchad, ça va permettre de maintenir les engagements du Tchad sur le plan international. Si cela se faisait, si ce chemin se faisait, c'est le chemin le plus optimiste. Le Tchad aurait un avenir de stabilité et le bassin du lac Tchad en profiterait. Mais il ne faut pas non plus évacuer le scénario du pire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entente ou qu'au niveau de l'armée, le son de cloche dissonant qu'on a entendu de la part de l'ancien directeur de cabinet adjoint militaire, le général Abdraman Diko, et d'autres se mettent ensemble et qu'ils créent une sorte un groupe au sein de l'armée et qui pourrait déboucher sur des affrontements internes au niveau de l'armée, ça créerait une instabilité au Tchad, ça aurait un impact sur la lutte contre le terrorisme à la fois dans le bassin du lac Tchad, mais pour ma part, j'ose espérer que le scénario le plus optimiste, c'est celui de la transition consensuelle et celui du maintien des engagements du Tchad à la fois dans le bassin du lac Tchad et le Sahel. Très bien. Donc, d'une part, je pense que très bien, Emmanuel Déby, par exemple, si la succession n'arrive pas à réussir, alors pensez-vous que l'ensemble de la sous-région est en danger et comment? Paradoxalement, l'ensemble de la sous-région était en danger il y a quelques mois et elle est moins en danger. Premièrement, parce qu'il y a eu des opérations autour du lac Tchad, dans la région de Difa ou dans la région des Indères, qui ont été d'une efficacité plus forte que précédemment contre l'ISWAP, donc l'État islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest, et donc Boko Haram. Premièrement. Deuxièmement, la coopération, la solidarité plus forte marquée par l'engagement tchadien appelle d'autres engagements. Il ne faut pas que ce soit que les seuls Tchadiens qui soient les supplétifs des forces armées françaises. Il faut que les forces armées françaises puissent travailler de manière conjointe avec d'autres forces armées et pas forcément qu'avec les forces armées maliennes au Mali ou avec les forces armées nigériennes ou burkinabèses et mauritaniennes, car tout le monde sait que le G5 Sahel, en fait, c'est 3 pays dans lesquels sont disposées les forces françaises en priorité, beaucoup moins en Mauritanie
évidemment beaucoup plus entre le Tchad, le Niger et le Mali, et que avec les forces spéciales évidemment, la Task Force Sabre au Burkina Faso, et que à part le Tchad, il n'y a pas beaucoup d'autres coopérations transfrontalières. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de soldats nigériens qui aident le Burkina Faso ou de soldats mauritaniens qui sont en territoire malien. Donc ça, évidemment, il faudra éviter une sorte de bipolarité du G5 Sahel qui, d'une certaine façon, répond en écho à une forme d'unilatéralisme militaire ou politico-militaire français dans le cadre de l'opération Barkhane. Les Français essayent d'européaniser Barkhane. C'est matérialisé d'ailleurs avec une accélération dans son dispositif de force spéciale, donc la fameuse task force Takuba, qui était opérationnelle dès les premiers jours d'avril et non pas juillet. Donc on a accéléré, sensiblement accéléré. 150 Suédois sont venus prêter main forte aux 150 Tchèques, et bientôt 200 Italiens vont venir conforter l'idée qu'on a une task force composée de 600, 800 d'ici l'été, si les chiffres si l'optimisme est de rigueur, pour lutter contre les groupes armés terroristes. Mais à côté de cette, je termine vraiment de 2 phrases, à côté de cette réalité, et puis il y a quand même matière à espoir. Premièrement, il y a une transition qui se passe plutôt bien au Soudan, avec là aussi une préoccupation qui est celle de la résurgence des mouvements de rébellion dans le Darfour, mais malgré tout une cohésion nationale qui tient. Il y a eu des élections le 27 décembre dernier en République centrafricaine, et de ce point de vue, la coalition de la CDC semble un peu marginalisée, ou en tout cas n'a pas pu empêcher la tenue de ces élections, même si, encore une fois, je ne me prononce pas sur le caractère transparent et parfaitement légitime de ces élections. Et puis, il y a un autre facteur d'espoir, et je terminerai par là, qui change considérablement la donne, c'est évidemment la stabilisation de la Libye, qui est un facteur inespéré. La mise en place d'un gouvernement non plus d'union nationale, issu d'un accord national, mais bien un gouvernement d'union nationale, avec des représentants des 3 parties de la Libye, de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque, du Grand Fezzan, avec la mise en place d'un conseil présidentiel accepté, jusqu'à preuve du contraire, par la communauté internationale et par les Libyens, est un puissant facteur qui va forcément et fortement diminuer la pression à la frontière avec le Niger ou avec la frontière avec le Tchad. Et je crois que ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte et qui justifie le fait que le Tchad ne peut pas être laissé à l'abandon parce qu'il ouvre l'Afrique centrale, la stabilité de l'Afrique centrale, la stabilité vers la Libye et bien évidemment vers la partie occidentale du Sahel. Bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. M. Sidiki, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je pense qu'il faut absolument suivre avec beaucoup d'attention et de vigilance l'évolution de la transition au Tchad. Pour ma part, j'ose espérer que dans l'intérêt tchadien et dans l'intérêt de la sous-région, les militaires et les civils trouveront un consensus pour garantir cette stabilité et pour permettre de continuer la lutte contre le terrorisme, parce que c'est important. Vous savez que les terroristes, les groupes terroristes ont un agenda, c'est celui de porter leur action au-delà du Sahel, de toucher la Guinée, de toucher la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'apporter la guerre au niveau du golfe de Guinée. Et si jamais le Tchad basculait dans l'instabilité, ça serait un facteur aggravant de la situation du terrorisme dans cette zone, et j'ai espoir qu'on n'en viendra pas là. Bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, M. Sidiki et M. Emmanuel Dipi. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Cédric. À bientôt Cédric. Bon courage à Abidjan. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.